À vous la parole. Je voulais juste vous remercier pour l'association de nous avoir invités et surtout d'avoir fait le takrim le professeur Khoudia. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اذكروا محاسن موتاكم. Et là, je suis au troisième hommage au professeur Khoudia. C'est mon ami de 40 ans. D'accord? C'est mon ami de 40 ans, c'est mon frère. Allah يرحمه يوسع قبره ويجعله إن شاء الله في الجنة الفردوس. Je vais essayer d'être rapide. Je sais que c'est la fin de la journée. On est un peu fatigué. Donc, on va se baser sur les ménométroragies de la périménopause. D'accord? C'est un sujet qui est très fréquent. Où est-ce qu'ils sont vos flèches? C'est un sujet qui est très fréquent. On commence juste pour définir ce que c'est les métroragies. Les ménométroragies, ce sont donc des ménorragies, des polyménorrhées associées à des spootings ou un saignement intermenstruel. C'est un sujet qui est c'est un motif de consultation. Combien de patientes passent chez vous dans vos consultations pour un saignement, des règles abondantes et un spooting? C'est le saignement intermenstruel qui est très difficile à gérer pour le couple, surtout pour le couple. Une femme sur deux est concernée. On lui attribue 80% de causes fonctionnelles et 20% de causes organiques. Il est quand même grave puisqu'il est sanctionné par 50% d'hystérectomie. Les ménométroragies, d'accord? Il affecte la qualité de vie, il est cause d'absentéisme, il est cause d'anémie, pour certaines des causes d'infertilité. Donc c'est un sujet qui est quand même assez sensible pour la femme, pour le couple, pour la famille et en matière de santé publique. Quels sont les symptômes? Vous les connaissez tous. Donc c'est une femme qui va vous rapporter un saignement abondant pendant ses règles, long dans le temps, et entre-temps, une fois qu'elle est propre, elle va commencer à ressaigner. Bien sûr, fatigue, anémie et parfois infertilité. Donc nous, on va partir sur l'imagerie. Avant d'aller penser aux ménométroragies, les femmes en périménopause ont le problème de cycle. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des périodes d'aménorrhée. Et elles se disent, je suis en ménopause, je ne peux pas être enceinte. Et donc ce saignement qui va arriver, elle ne va pas le relier à la grossesse. Donc avant de parler de ménométroragie, il faut absolument éliminer le diagnostic de grossesse. Et ce n'est pas simplement la grossesse physiologique en elle-même, c'est la grossesse extra-utérine, c'est le risque de fausse couche et surtout la grossesse molaire. Et aller donc parler directement de les ménométroragies. Les causes, j'ai dit organiques, j'ai dit les autres causes. Voilà toute la panoplie des causes. On va les revoir un à un en imagerie. Ce tableau rapporte aussi un peu toutes les causes. Ça pourrait donc atteindre le myomètre et surtout l'endomètre. C'est l'endomètre qui saigne le plus par rapport au myomètre. L'ovaire et la trompe ne sont pas source de ménométroragie. Voilà. Donc l'imagerie, quels sont les outils pour poser les diagnostics? En imagerie, vous avez l'échographie. C'est le prolongement du bras. Madame Tarifourtabla, après l'avoir interrogée, bien sûr, après l'avoir examinée, on passe à l'échographie. Vous avez deux types d'échographie. L'échographie abdominale n'est pas très performante, sauf pour éliminer une pathologie suspubienne, pelvienne, suspubienne, comme par exemple les fibromes. La voie endovaginale est le gold standard pour ce diagnostic. Non seulement elle va vous permettre de voir le myomètre et de voir l'endomètre, d'accord? Et elle sera couplée
souvent avec un Doppler pour voir cette vascularisation de pathologie que vous allez voir en imagerie et peut-être partir pour parler d'une cause bénigne ou d'une cause maligne. Vous savez très bien que tout ce qui est malin est une vascularisation anarchique. Là, alors, avant de commencer de parler de la pathologie, allons à la physiologie. Première des choses, c'est qu'il faut interpréter les mesures de l'endomètre, le myomètre en fonction du cycle. Il y a une qui a sauté, attendez, on va revenir. En fonction du cycle. À chaque moment du cycle, il y a une image. Par exemple, ici, il fait le follicule est à 9 mm, l'endomètre est à 7 mm. 14 mm le follicule, c'est-à-dire pratiquement en période d'ovulation, il est 10. Et donc l'interprétation se fait toujours en fonction du cycle, en fonction du follicule. La mesure de l'endomètre, comment se fait-elle? Je reviens. Non. Voilà. Donc, je reviens sur la plaque. Comment allons-nous mesurer l'endomètre? L'endomètre, il faut qu'il soit bien visualisé. C'est-à-dire que c'est toute la ligne qui doit être vue de l'orifice interne jusqu'au fond utérin. Si vous ne la voyez pas bien, il y a peut-être un problème. Mais, merci. Comment je l'allume? Non? Ok. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, avant de mesurer, il faut bien qu'il soit bien visualisé. Il faut que l'interface entre myomètre et endomètre doit être bien visible. La mesure se fait directement perpendiculaire à l'axe, le meilleur axe de la ligne, comme nous on appelle la ligne de vacuité. C'est l'endomètre. Et bien sûr, les focales doivent être bien réglées dans les galipères pour avoir une mesure assez fiable de l'endomètre. C'est l'endomètre pour le moment. Là, je vous ai mis une image pour voir l'endomètre normal en début de cycle, en hystéroscopie bien sûr, qui fait partie aussi de l'imagerie. Donc, on avait parlé de l'échographie, de l'endovaginal couplé Il y a deuxième arme de diagnostic, c'est l'hystérosonographie. C'est quelque chose qui est simple, mais qui ramène beaucoup. Vous m'arrêtez si je parle trop, si je dépasse le temps, parce que je risque... D'accord. Donc, l'hystérosono, c'est très facile à faire. Un cathé, un peu de sérum salé, on le passe dans le canal cervical, on remplit la cavité utérine avec du sérum salé, il n'y a pratiquement pas de danger. Parce que même le sérum, s'il dépasse les trompes, il va aller dans la cavité abdominale et il sera donc absorbé. D'accord? Elle complète et elle donne des diagnostics assez précis. Vous avez l'IRM, mais ça c'est de la deuxième intention, et l'hystéroscopie. Là, l'hystéroscopie n'est pas de routine, même l'hystéroscopie diagnostique, sauf pour certains cas, quand on pense surtout au cancer de l'endomètre. C'est l'hystéroscopie parce qu'elle va permettre non seulement de visualiser, mais aussi de permettre les biopsies, et donc avoir la preuve à la patte. Voilà. Alors, on va donc attaquer le vif du sujet. L'une des premières étiologies des ménométrorragies, c'est l'atrophie. Pourquoi? Parce que ce sont des dames qui sont sous contraceptif. Et la contraception qui est actuellement proposée chez la femme en périménopause, c'est le progestatif. Que ça soit par voie orale et surtout par voie donc de DU, le Mirena, qui contient des progestatifs ou de la progestérone. Et donc ici, il est source d'atrophie. Comment parle-t-on d'atrophie? L'épaisseur endométriale est toujours inférieure à 5, quel que soit le moment du cycle.
Donc ça met à nu un peu les vaisseaux. L'hystéroscopie ne sera proposée que si il y a une récidive de l'hémorragie. L'atrophie, on peut la considérer comme bénigne. Il n'y a pas d'investigation particulière et ce sont les femmes qui sont sous contraception progestative. À chaque fois je me trompe. Voilà. Voilà donc une image de l'atrophie. Quelqu'un veut venir à mon secours? Non, c'est ça. Ça là. Voilà, donc là, je reprends cette image. Attendez, le pointeur. Je reprends l'image de... Je reprends cette image. Là, on voit très mal la ligne de vacuité ou l'endomètre. On ne peut pas la suivre aussi bien que pour un endomètre normal. Et ceci toujours, quel que soit le moment du cycle. C'est à peine une ligne visible. Là, il y a une reprise une plaque que j'ai prise d'Ali Abara. Vous voyez, on voit bien, regardez, mais on la perd. Elle n'est pas visible, elle n'est pas nette. Et c'est un endomètre de 2,5 mm au 12e jour du cycle. C'est une femme qui est sous contraception progestative. Ça, c'est l'atrophie. Donc, si vous voulez, c'est pour nous la plus simple des pathologies. Mais attention, il ne faut pas la banaliser. L'atrophie fait saigner. Et elle est difficile à traiter parce que ce sont des femmes qui ont 40 ans, 45 ans, qui sont vers la ménopause. Vous allez leur proposer des œstrogènes et donc elle va avoir peur. Il y aura toujours quelqu'un qui va leur dire les œstrogènes, ça donne le cancer. Donc à éviter, ce sont des pathologies qui pourrissent la vie et qui sont plus ou moins difficiles à traiter. Mais il faut leur proposer les œstrogènes. Contrairement à l'hypertrophie, qui, elle, au contraire, c'est une pathologie due à une exposition excessive d'œstrogènes chez les femmes qui sont suivies en PMA, chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques, qui sont obèses par aromatisation de leur graisse, et donc elles vont être soumises à une hyperplasie, une hypertrophie, parce qu'on ne parle pas d'hyperplasie en échographie, c'est de l'hypertrophie endométriale. Quelle que soit la mesure au moment, elle est supérieure à 15 mm. Donc de 5 jusqu'à 15, c'est bon. Inférieur à 5, c'est pas bon, c'est de l'atrophie. Supérieur à 15, c'est pas bon. En dehors de chez la femme, on parle de la femme non ménopausée. Attention, d'accord, c'est pas la même chose. Mais ça pourrait être un élément du diagnostic du cancer de l'endomètre. Plus l'endomètre est épais, plus il y a un risque de cancer sous-jacent. D'accord. L'aspect échographique est donc, vous voyez ici, il est presque tumoral. On le voit trop bien. Donc vous allez voir qu'il y a d'autres images. Trop bien. Et au niveau du fond utérin, il a plutôt tendance à s'organiser comme une masse. Et là, il commencera à faire un diagnostic différentiel avec des polypes. Et selon le type d'hyperplasie, vous avez l'hyperplasie simple, vous avez l'hyperplasie glandulo-kystique, vous pourriez voir apparaître comme des petits kystes au sein de cette ligne endométriale. Donc, on pense plus à l'hyperplasie glandulo-kystique. Donc, la meilleure façon de faire le diagnostic, c'est aller vers l'hystéroscopie diagnostique. C'est mieux. Je ne suis pas hystéroscopiste. Il y en a dans la salle. Il y en a plein dans la salle. C'est des planches que j'ai empruntées de mon ami professeur Damen. Et vous voyez ici, ce n'est pas organisé comme on pense pour le polype ou le myome incatrate cavitaire que vous allez voir. C'est des replis, c'est très épaissi, c'est assez bien vascularisé. C'est une vascularisation qui est quand même assez régulière, mais qui n'est pas organisée. C'est ce qui fait la différence avec les autres pathologies qu'on va voir. Donc, troisième pathologie, c'est les polypes.
Là aussi, c'est une source, c'est une bonne source de ménométrorragie. L'échographie, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Là, vous voyez, j'ai fait exprès, on voit très mal cette photo, parce que c'est comme ça que ça va apparaître. C'est un peu flou, on a l'impression qu'il y a quelque chose au fond qui n'est pas bien organisé. Mais simplement, si on passe de... attendez. Si on passe de l'échographie, là on voit bien. Là on voit une image qui est plutôt bien organisée. Vers le fond utérin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui occupe la cavité utérine. Et donc, il vaut mieux, pour être bien comme il faut, bien être performant, c'est la sonographie, l'hystérosonographie. Un peu de liquide et plaf, on le voit bien. Et si on jette du Doppler, on voit encore mieux parce qu'on voit le pédicule. Donc ce sont des images qu'on peut facilement avoir. Là, c'est une polypose. La polypose. Mais le polype, il est là, on dit myome, intracavitaire. Non. Eh bien, dès qu'on a la sono, on a cette image. Et lorsqu'on fait un Doppler, on a un beau pédicule qui vascularise le polype. Vous êtes là, et en hystéroscopie, là aussi, on le voit bien, il est bien organisé, il est détaché des parois endométriales, avec toujours cette vascularisation qui est régulière. Vous m'arrêtez, hein? Alors, là, il y a une pathologie dont je vais aller très, très vite, c'est des patientes qui ont un cancer du sein et qui sont sous tamoxifène. On nous les envoie pour voir comment est l'endomètre. Très souvent, on a l'impression que l'endomètre est épais. On dit qu'il y a une hypertrophie endométriale. Non, c'est faux. C'est une atrophie glandulokystique. L'endomètre, comme c'est un antiœstrogène, le tamoxifène, c'est une atrophie, d'accord? Et qui fait saigner. La femme suivie en cancer du sein, on vous l'envoie parce qu'elle saigne, on fait une échographie, on trouve qu'on a l'impression que c'est épais. En fin de compte, sur le plan anatomopathologique, c'est une atrophie glandulokystique. Et il donne l'aspect d'un pseudo-épaississement. D'accord? Et bien sûr, c'est l'hystéroscopie qui va nous montrer que c'est une vascularisation qui commence à être un peu plus anarchique. Et donc, c'est en interrogeant la femme, on a le tamoxifène qui est après. Voilà. Là, il donne même l'impression que c'est une glandulokystique, c'est une hypertrophie glandulokystique. Non, c'est une atrophie. Et qui fait saigner. Il y a aussi une réaction de l'endomètre sous tamoxifène, il y a aussi une participation des autres tuniques, à savoir le myomètre qui va refleurir. Si c'est une femme qui avait une adénomyose, elle va refleurir, elle va donner cet aspect vraiment d'une destruction. Pratiquement, on est dans la destruction de l'endomètre et du myomètre. Le cancer de l'endomètre, c'est notre bête noire. Vous savez qu'il commence à refleurir. Donc, c'est sur le plan échographique, vous ne pouvez pas dire que c'est un cancer. Directement, sans aucun autre artifice, tout ce que vous aurez, c'est une hypertrophie organisée, plus ou moins désorganisée au niveau de l'endomètre. D'accord ? Donc, c'est un épais. Il est très épais, il est de plus en plus épais, il est échogène et il est hétérogène, avec des petites plaques hypoéchogènes et dont les contours sont irréguliers, contrairement aux polypes qu'on a vus et contrairement la myome intracavitaire qu'on va voir. D'accord. C'est l'hystérosonographie qui va nous montrer les régularités des contours, et il y a aussi la vascularisation anarchique, d'accord, de l'endomètre, de cet épaississement qui va nous faire penser au cancer, surtout si c'est une femme qui a des facteurs de risque. Donc, allez directement faire votre hystéroscopie et vous allez voir que
il y a une vascularisation anarchique. Et si vous faites dans l'opératoire, ça vous permet aussi de faire des biopsies et d'avoir la preuve anapathe. L'IRM n'est pas indiqué, sauf si vraiment nous avons le diagnostic. Et donc, on va partir sur le bilan d'extension. La pathologie myométriale. On parlait d'endomètre. Vous connaissez tous cette classification de la FIGO pour tous les myomes. Il y a deux genres de myomes qui vont faire saigner. Vous avez le myome, l'écogénicité de myome, c'est donc homogène, assez bien organisé, plutôt hypogogène, avec une atténuation plutôt postérieure. D'accord? Il y a ceux qui font saigner, c'est deux genres. Celui qui fait le saigner le plus, c'est le sous-muqueux ou l'intracavitaire. C'est celui-là qu'il faut aller rechercher. Ils peuvent être petits, mais faire saigner beaucoup, ou alors ils peuvent être grands, ils vont faire encore saigner. Et l'abord chirurgical, parce que la sanction est chirurgicale et pas traitement médical, c'est une sanction chirurgicale qui va donc nous faire soit par voie basse, soit par voie haute, soit par voie mixte, selon la compétence du chirurgien. Donc ici, donc vous le voyez, là il commence à se calcifier un peu. Il y a une vascularisation qui est quand même pas anarchique. Et là, vous le voyez bien. Si vous vous souvenez du polype, le polype, il a une base fine et qui remonte. Là, le myome intracavitaire a une base large et sa vascularisation est nette. Voilà d'autres images des myomes sous-muqueux. Je disais qu'il y avait deux pathologies, le myome intracavitaire et vous avez les gros utérus polymyomateux. Ceux-là aussi font saigner par agrandissement de la cavité endométriale, c'est soufflé, donc une grande surface qui va saigner. Et en plus, il y a ce qu'on appelle une disharmonie endométriale, c'est-à-dire que l'endomètre n'est pas soumis, tout l'endomètre n'est pas soumis à la même imprégnation oestrogénique. Il y a un côté hyperplasique, il y a un côté atrophique, il y a un côté subatrophique. Et quand ça se met à saigner pendant les règles, ça saigne beaucoup. Et en dehors des règles, ça va être goutillé chez cette femme. Voilà donc les gros utérus. On en voit. Hein. Là, c'est une image IRM qui est parlante. J'ai fait exprès pour bien montrer. Il y a plusieurs donc, de gros volumineux par agrandissement de la surface. Vous avez donc là aussi, le sarcome. Le sarcome, c'est une entité qui est rare, mais il faut penser par dégénérescence d'un fibrome ou par un lyosarcome primitif. L'image échographique ne peut pas vous donner un diagnostic direct du sarcome. Par contre, il y a des subtilités, d'accord, des subtilités échographiques. C'est cette masse échogène hétérogène qui se dépend de la paroi endométriale et qui prend des Dopplers d'une façon plutôt anarchique. C'est le seul élément qui peut nous faire penser au sarcome. En dehors de la clinique, il évolue très vite, la femme rapidement se retrouve avec un gros ventre. Ça, c'est la clinique, c'est la symptomatologie. Mais en échographie, c'est le seul élément. Par contre, l'IRM va nous ramener beaucoup de choses. Il faut, dès qu'il y a une suspicion de sarcome, il faut absolument demander l'IRM chez cette patiente parce qu'ils sont de très mauvais pronostics. J'ai presque terminé. Donc, on avait dit pour le sarcome, l'adénomiose fait saigner. Parce qu'elle imprègne l'utérus, le myomètre, et lorsqu'il va y avoir la contraction pour aller donc avec la desquamation endométriale, c'est comme une mauvaise éponge. Elle se contracte et on a la desquamation, ça saigne, des règles, beaucoup, et elle est mal essorée. Et donc il y a ce spotting qui explique les métroragies chez la femme en périménopause.
Je ne parle pas d'autres femmes. C'est un endomètre et un myomètre qui est asymétrique. On a l'impression que c'est un myome, mais il est mal limité. Il y a des zones écogènes et des zones anécogènes, mais le mal limité est très important pour penser à l'adénomiose. Il y a l'adénomyose sous forme tumorale et il y a l'adénomiose diffuse. Les images échographiques sont différentes. L'adénomiose tumorale focale, c'est l'aspect d'un fibrome. Par contre, l'autre, c'est un gros utérus soufflé, un peu anécogène. Voilà ce que je voulais dire pour l'adénomiose. Okay? L'IRM va nous donner le diagnostic pratiquement de certitude. Je vais aller très vite. Voilà. Donc, si on doit conclure, la survenue de ménométrorragie chez les femmes en périménopause, circonstances fréquentes de consultation, l'échographie endovaginale est très importante pour le diagnostic et permet donc d'optimiser toute l'imagerie. Et je vous remercie. Merci, professeur Ben Daoud, d'avoir respecté le temps.